Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans l'autre football, le podcast du site Lucarne Opposé, l'émission radiophonique des Globetrotters du foot. Alors je commencerai déjà aujourd'hui en remerciant nos auditeurs, car oui, il y en a quand même. Merci donc de nous suivre et comme vous le savez, voilà, on voulait revenir dessus rapidement en début d'émission. Comme vous le savez, Lucarne Opposé, c'est une rédaction bénévole qui roule à la passion. Et vos écoutes, voilà, c'est un peu notre récompense. Il y en a et ça fait extrêmement plaisir. Alors merci encore, n'hésitez pas à partager votre football sur vos réseaux sociaux si ça vous plaît. Et je vous promets que d'ici quelques mois, d'ici quelques numéros, d'ici quelques épisodes, on aura du matériel. J'en fais moi-même la promesse, moi qui parfois et souvent est le micro le plus pourri de l'émission. En tant que présentateur, ça la fout vachement bien. Alors aujourd'hui, notre voyage pour ce 6e podcast, notre voyage footballistique, commencera en Afrique, où Pierre-Marie Gosselin, qui nous parle depuis Cotonou au Bénin, nous briefera sur les compétitions continentales de clubs. Salut Pierre-Marie, tout va bien à Cotonou ? Bonjour à tous, écoute, ça va bien, un petit peu sous les nuages parce qu'on est en début de saison des pluies ici. On alterne les grosses pluies et un peu de soleil qui cogne, mais sinon à part ça, tout va bien. Super. Après ça, nous partirons au Québec, du côté de la MLS d'Anthony au Québec, et je dirais même plus à Québec, puisque c'est sa ville de résidence, du côté de la MLS, donc d'Anthony de Varenne, pour parler des rivalités entre clubs nord-américains, puisqu'il y en a quand même quelques-unes naissantes. Comment vas-tu, Anthony ? Bien, et vous ? Bonjour à tous. Ça va très bien. C'est vrai que personne me demande à moi. À chaque fois, moi, je demande, mais personne me demande. Ça va ? Merci, Anthony, ça va très bien. Puis, ensuite, nous partirons en Âme Sud pour changer. On va repartir un petit peu en Âme Sud du côté de l'une des hypes du continent, la Colombie de Pierre Gerbeau, où on attaque les demi-finales de l'Abertura avec du très très lourd niveau affiche. Qu'est-ce qu'on a, Pierre ? Ciao, ça va Simon ? Merci, ça va très bien, ça va très bien. Enfin, nous prendrons pour finir un petit coucou bimoteur pour survoler un bout d'Amazonie et nous envoler pour la première fois vers l'altiplano bolivien où Thomas Alain va nous présenter le championnat de Bolivia. Alors commençons tout de suite, ne perdons plus de temps et commençons tout de suite donc par l'Afrique. Pierre-Marie, tu voulais nous parler aujourd'hui après avoir dans un premier épisode, il y a 2 numéros, donc c'était dans le podcast numéro 4, tu nous avais présenté un peu le paysage du football africain. Aujourd'hui, tu voulais revenir un peu plus sur 2 compétitions, qui sont les 2 compétitions continentales africaines, l'une qui étant l'équivalent de la Ligue des Champions, qui s'appelle d'ailleurs Ligue des Champions africaine, et l'autre qui est la Coupe des Confédérations, mais qui n'a rien à voir avec la Coupe des Confédérations, qui va se tenir lieu d'ailleurs cet été, la Coupe des Confédérations des Nations. Là, c'est vraiment une Coupe des Confédérations de clubs. On t'écoute, Pierre-Marie. Comment s'organise ces compétitions ? Alors juste, je vais rectifier un peu le nom de la Coupe des Confédérations, comme tu l'as appelé, parce que c'est pas la Coupe des Confédérations, c'est la Coupe de la Confédération. Ah, c'est d'accord. Une toute petite nuance qui permet de différencier les 2 compétitions et qui tient juste son nom, la Coupe de la Confédération de la CAF, l'équivalent en Europe de l'Europa League. Donc comme tu l'as dit, j'étais la dernière fois à faire un petit état des lieux, une petite présentation du c'est vrai que on a l'habitude de l'entendre avec tous ces clichés et un peu ces idées reçues qui décrédibilisent un peu ce football et je tenais vraiment à faire un premier numéro un peu plus généraliste pour présenter un peu le contexte, pour que vous puissiez maintenant comprendre et suivre les compétitions continentales africaines avec tout l'intérêt qu'elles comportent et tout le charme qu'elles ont parce qu'il est très grand. On va commencer par la Ligue des Champions. De toute façon, si on n'a pas le temps, on parlera de la Coupe de la Confédération la prochaine fois. Il n'y a pas de problème, les compétitions sont au niveau des phases de poule. On est à la moitié des phases de poule puisqu'on vient de terminer le week-end passé la 3e journée. Donc la Ligue des Champions de la CAF, à l'image de la Ligue des Champions en Europe ou de la Copa Libertadores, plusieurs équipes du continent. Donc généralement en fonction des pays, en fonction du coefficient des pays, c'est le champion ou parfois le deuxième, parfois même pour les grands pays comme l'Égypte, le 3e qui sont qualifiés, mais qui doivent passer par de nombreux tours préliminaires parce qu'au final, champion, mais ne peut pas accéder à la phase de poule parce que toutes les équipes ont un minimum d'un tour préliminaire, qu'ils appellent d'ailleurs le 16e de finale. Ça a coupé rapidement, si je comprends bien, du coup, même si tu es champion, tu es obligé de passer par des tours préliminaires et même les champions, du coup, ne sont pas sûrs de participer à la phase de poule de la Ligue des Champions. Oui, exactement, c'est exactement ça. En fait, ils ont donc les premiers ont 2-3 tours préliminaires, un petit peu comme ce qu'on a en Europe, mais les champions
toutes les équipes rentrent au niveau des 16e de finale. Ils appellent ça comme ça, c'est le 16e de finale et c'est le dernier tour préliminaire qui te permet d'accéder à la phase de poule. Une phase de poule dans laquelle 16 équipes participent. Donc voilà, pour donner un exemple concret, une équipe un peu qui parle à tout le monde, le TP Mazembe, donc qui était champion du Congo, qui s'est fait éliminer en 16e de finale par une équipe du Zimbabwe, Caps United, voilà, qui a créé un petit peu la surprise. Eux, pour le coup, étaient champions du Zimbabwe, mais Mazembe d'une Ligue des Champions, qui était la compétition phare sur laquelle ils avaient basé leur saison. Et voilà, c'est un petit peu encore, je pense, peut-être un petit problème à travailler du côté de la Confédération africaine de football, parce que c'est vrai que les meilleures équipes ne participent pas forcément à ce match-là, parce qu'une confrontation aller-retour, ça peut réserver de grandes surprises. Et parfois, voilà, au fil des aléas, on peut passer au travers, et au final, c'est toute la saison qui se retrouve un petit peu gâchée. Donc voilà. Donc maintenant, de toute façon, ces tours préliminaires-là sont déjà passés. On a déjà entamé la phase de poule, puisque comme je vous l'ai dit, on en est à la 3e journée. Et on va commencer par une petite présentation groupe par groupe. Donc il y a 4 groupes. Comme ça vous permettra aussi aux auditeurs de découvrir les équipes qui participent. Moi, ça me permet aussi de parler de ces équipes-là et de compléter un petit peu le podcast qu'on avait fait la fois passée, où on avait introduit un peu les championnats. Juste avant d'avancer sur les groupes, comme tu dis, tu as parlé comme on dit, de quotas, de places délivrées selon les championnats. Quelles sont rapidement les régions qui ont plus de places et celles qui en ont moins, globalement? En fait, si tu veux, c'est un petit peu comme tous les chapeaux, comme les coefficients en Europe, c'est les résultats africains qui permettent d'accéder des points et de faire monter le pays en termes de coefficients. Donc traditionnellement, la nation qui est la plus forte, c'est l'Égypte, voilà, avec seul le club Al Ahly, c'est 8 Ligues des Champions, donc à eux seuls, ils permettraient à l'Égypte d'être premier en termes de coefficients. Donc eux, par exemple, ça leur permet d'avoir 3 places. Alors attention, toujours pareil, 3 places avant le tour préliminaire. Donc au final, là, par exemple, pour cette édition, il n'y en a plus que 2, le Al Ahly et le Zamalek. Donc traditionnellement aussi, c'est les autres régions du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie qui pendant très longtemps a obtenu de très bons résultats. Et puis dernièrement, on a eu aussi le Congo, et notamment avec le TP Mazembe et l'AS Vita Club aussi, qui a remporté la Ligue des Champions, enfin qui a fait une finale il y a très peu de temps. Et puis on a, par exemple, vous savez, en fait, ces coefficients aussi, c'est un peu, il suffit d'une épopée, il suffit qu'une équipe réalise un parcours exceptionnel à Suisse en finale ou même jusqu'au titre pour faire exploser le coefficient de son pays. On a vu ça il y a quelques temps avec le Congo-Brazzaville, avec une équipe qui n'est pas sortie de nulle part, mais une équipe qui a été construite un peu dans le temps, qui a réussi à gravir les échelons jusqu'à se hisser au titre suprême. C'est les Léopards de Dolisie. Et donc, cette épopée-là a permis au Congo-Brazzaville d'avoir deux places en Ligue des Champions. Et donc, ça permet aussi aux autres clubs maintenant de s'intégrer, d'en profiter. Jusqu'à aujourd'hui encore, c'était 2 équipes qui ont pas, même si, pour eux, les 2 se sont fait éliminer. Donc, on se retrouve sans équipe congolaise en Ligue des Champions. Mais tout ça pour dire que ça peut aller très vite, qu'il suffit qu'une équipe d'Éthiopie, par exemple, cette année réalise un excellent parcours et se hisse jusqu'au titre suprême pour que l'année prochaine, l'Éthiopie se retrouve très bien placée en termes de coefficients. Mais sinon, historiquement, c'est les pays du Maghreb, l'Égypte, ça correspond, le Congo et l'Afrique du Sud. Ça correspond globalement à ce dont tu nous as parlé en termes de paysage. Un petit peu, exactement. Oui. Mais bon, de toute façon, au fur et à mesure des podcasts, on aura l'occasion toujours d'aborder un petit peu ça, puis vous apercevrez qu'il y a quand même beaucoup de clubs et que voilà, même si moi je dresse un bilan un peu général en disant voilà, c'est l'Égypte et tout ça, il y a quand même même dans les pays qui ont de faibles coefficients des clubs qui sont assez forts, ou parfois même des clubs qui sont très bons mais qui n'ont pas réussi à se hisser jusqu'au titre, et du coup finalement le pays se retrouve avec un coefficient un peu faible. Et ça ne permet pas à tous les clubs qui en ont le niveau et le potentiel de pouvoir y participer. D'accord, super réponse. Okay. Je vais commencer par le groupe A. Donc en même temps, je vais passer rapidement, je ne vais pas m'arrêter sur tous les clubs. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous n'hésitez pas à me couper. Et puis sinon, dans les commentaires sur Twitter, sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas. Et puis on y reviendra dans les fois prochaines et on approfondira un peu l'historique et le parcours de ces clubs-là. Groupe A, on va commencer avec, c'est un groupe composé de 2 équipes soudanaises. Voilà, elles sont 2 à participer à la phase de poule, mais malheureusement, elles se retrouvent les 2 dans la même groupe, donc c'est un petit peu dommage, mais bon. Donc on a 2 équipes soudanaises, Al Ahly Omdurman et Al Merrek Omdurman, qui sont 2 grands clubs historiques du Soudan qui participent à la Ligue des Champions chaque année.
et qui voilà alternent un petit peu le bon et le moins bon. On les retrouve quand même régulièrement en phase de poule, mais de là à ceux qui se hissent en demi-finale, c'est toujours un petit peu plus délicat. Mais En malgré tout, l'occurrence, c'est deux là, équipes. ça a l'air très mal parti, là. Là, ils sont bon. Disons que Al Hilal est quand même sur invaincu. Ils ont fait 3 nuls, mais bon, tout est encore ouvert. Ils ont joué 2 matchs à l'extérieur, donc il y a ça aussi qui a à prendre en compte. Et au final, 2 matchs nuls à l'extérieur, c'est quand même des résultats assez intéressants puisqu'ils privent aussi leur adversaire de ces points-là. Donc rien n'est fini pour eux. Juste une petite anecdote sur ce club Al Hilal. C'est le premier club en Afrique noire à avoir un groupe de ultras, les Ultra Blue Lions, qui ont été créés au début des années 2010 et qui sont largement inspirés du mouvement ultra d'Égypte. Hein. Le Soudan et l'Égypte ont une frontière commune, sont depuis même historiquement qui ont été très proches et donc c'est peut-être Le par le Soudan Soudan, mais c'est quand étant même intéressant de noter l'ancienne antique Nubie. exactement. Vous Je vois intéressez à que ta l'Égypte culture, antique, Simon, est le Soudan. impressionnante. Oh, je t'en prie, je t'en prie. En tout cas, voilà, c'est les premiers ultras d'Afrique noire et c'est intéressant. Ça fait quand même un petit moment maintenant que le groupe se développe et du coup, ben, ça donne une ambiance assez particulière parce qu'on se retrouve dans des stades, voilà, des stades un peu africains sans toit parce que de toute façon, ils sont au milieu du désert, donc il y a pas besoin de, de toit et avec des fumigènes, ils font des chalumeaux avec des insecticides ou des déodorants, des choses comme ça. Ils chantent sans arrêt. Ah Il y la a des vache. tifos. Non, c'est très intéressant. Pour l'instant, le mouvement a du mal à s'étendre au-delà du club d'Al Hilal, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui va prendre du temps. En tout cas, voilà, c'est la particularité de ce club soudanais et c'est vraiment intéressant parce qu'il copie les codes du mouvement ultra nord-africain avec avec les tifos, avec les fumigènes, avec les chants, avec les chorégraphies. Avec les graffitis aussi, puisqu'ils se retrouvent à mettre des graffitis un petit peu partout en ville. Ce qui leur manque, c'est les déplacements. Bien sûr, on les retrouve difficilement dans les déplacements de leur équipe, mais en tout cas, lorsque le match est à domicile, ils répondent toujours présents. Donc, pour revenir un petit peu sur ce groupe, on retrouve aussi l'Étoile sportive du Sahel, donc une équipe tunisienne un petit peu réputée, dont voilà, qu'on a pu à présenter, qui avait été entraîné notamment par Roger Lemaire à une certaine époque, qui en tête du groupe avait 7 points. Il devance une équipe mozambicaine, Ferrovario Beria, un petit peu une surprise à ce niveau-là de la compétition, qui se retrouve deuxième avec 4 points, une victoire, un nul, une défaite. Et donc les deux équipes soudanaises avec Al Hilal, donc il y a 3 points avec 3 matchs nuls, et le Al Merrek qui se retrouve en queue du groupe plutôt avec un seul point. Bon, pour eux ça va être un petit peu plus compliqué, mais l'Étoile du Sahel semble quand même bien parti pour pouvoir se qualifier. Et la deuxième place devrait se jouer entre le Ferrovario Beira et l'Al Hilal. Donc maintenant on va passer au groupe B. Donc il y a un groupe un petit peu plus hétéroclite où on retrouve malgré tout 3 équipes nord-africaines, Zamalek SC, donc d'Égypte, hein, donc le deuxième grand club égyptien Légende, derrière le Al Ahly, club légendaire. entraîné jusqu'il n'y a pas très longtemps par un certain Mido, hein, pour justement ceux qui connaissent un peu, qui ont suivi le championnat de France ou même le championnat néerlandais, puisqu'il avait fait les beaux jours de l'Ajax Amsterdam. Donc Mido qui avait entraîné cette équipe du Zamalek et qui est aujourd'hui parti, ça permet de faire le lien avec l'actualité, qui est parti du côté du Qatar où il était consultant pour beIN Sport, et avec les événements diplomatiques, je ne sais pas si les auditeurs en ont entendu parler, j'imagine que oui, avec l'Arabie Saoudite qui a décidé de fermer les discussions avec donc du coup Mido s'est retrouvé à démissionner de beIN Sport pour revenir en Égypte. Donc pour vous dire que la diplomatie et le sport sont quand même très liés Surtout dans ces régions-là. Dans cette région-là exactement, et qu'on ne blague pas avec son pays. Je sais pas, je fais une parenthèse de basket avec la NBA. Je ne sais pas si vous connaissez le pivot turc Enes Kanter qui joue du côté d'Oklahoma City Thunder. Il s'était permis de critiquer le gouvernement turc de Erdogan et il se retrouve persona non grata dans son pays. Son passeport a été retiré. Il peut difficilement sortir des États-Unis. Ouais, il est rejeté même par sa famille. Exactement. Donc voilà pour vous dire que on ne blague pas avec la diplomatie là-bas. Donc je repars sur mon groupe. On retrouve une équipe libyenne, Al Ahly Tripoli, et une équipe, donc le fameux Zimbabwéen, champion du Zimbabwe, Caps United, qui a éliminé le TP Mazembe en 16e de finale. Donc là, le groupe est très serré pour le coup. Le premier, Zamalek, à 5 points, l'USMA et Al Ahly Tripoli, tous les deux à 4 points, et Caps United à 3 points. Autant vous dire qu'à la fin des phases allées, rien n'est joué, que tout est encore possible pour les 4 équipes. L'USMA, bon petit mot sur l'USMA, qui est quand même un très grand club en Algérie. Hein. Vous en avez forcément entendu parler à une époque, puisque c'était Roland Courbis qui était parti les entraîner et puis qui racontait ses anecdotes aux médias français. Et voilà, ça permettait de
de découvrir un petit peu le championnat algérien depuis l'intérieur. Donc voilà. Donc pour ce groupe-là, l'USM, l'USM qui avait été entraîné par Courbis, ce club-là qui avait entraîné Courbis. Ouais, c'est ça. C'est le club justement qui avait entraîné Courbis, et que du coup Courbis en parlait régulièrement sur RMC. Ça permettait de suivre un petit peu. Bon, il en parlait pas tout le temps bien, puisque souvent c'était des histoires de supporters avec les pierres qui sont jetées, les robinets. Enfin, il racontait des anecdotes qui sont probablement vraies, qui sont même sûrement vraies, mais bon, qui donnaient pas forcément une image très flatteuse. Mais en vrai, puisqu'il en a toujours parlé en bien, et lui-même a souvent répété que si l'opportunité se représentait un jour de repartir dans ce championnat-là, il le referait. Donc voilà, en tout cas, ce ne sera pas moi qui lui jettera une pierre aujourd'hui. Je vais laisser ça aux supporters des équipes adverses de l'USMA. Donc voilà, je vais passer sur le groupe C. Donc là, pour le coup, c'est un groupe avec 3 équipes de 3 régions différentes. On retrouve l'Espérance de Tunis, donc voilà, que vous connaissez un petit peu tous, les 100 et or. Grand rival de l'Étoile. Grand rival du club africain. L'USMA, c'est en Algérie. Bon, ils sont quand même rivaux. Hein, non, je ne voulais pas dire l'USMA, je disais l'Étoile sportive de Tunis. Ah oui, ok. L'USMA, bon, eux, ils sont... alors là, tu me prends un peu de cours, hein, parce que c'est vrai que je connais leur rivalité, j'en ai entendu parler, mais là, il faut que je recherche le nom de leur Donc la rivalité, c'est plus Espérance Club Africain que Espérance Étoile du Sahel. Oui, parce que ce sont 2 clubs de Tunis. L'Étoile du Sahel est pas située à l'Étoile du Sahel, c'est pas à Tunis. Donc la rivalité existe parce que c'est un grand club, mais ce n'est pas la même rivalité entre le club africain et l'Espérance de Tunis, qui sont eux pour le coup voilà, ils se partagent le stade, alors que l'Étoile sportive du Sahel, ils sont du côté de Sousse. Donc c'est une autre ville là, c'est plutôt la rivalité interville qui joue, donc à savoir l'équipe de province contre Tunis, quoi, un petit peu comme en France avec Paris et Marseille. Voilà, Interville que l'on peut retrouver tous les samedis soirs avec Jean-Pierre Foucault et Fabrice. Oh là là, la référence. Je t'en prie, continue. Donc l'Espérance sportive, qui est dans ce groupe-là, avec les Éthiopiens de Saint-Georges, les Sud-Africains et tenants du titre du Mamelodi Sundowns, et les Congolais de l'AS Vita Club. Au niveau du tableau du groupe, donc l'Espérance de Tunis est première avec 7 points, suivi des Éthiopiens de Saint-Georges avec 5 points et des Sud-Africains Mamelodi Sundowns 4 points. Dernier AS Vita Club avec 3 défaites qui sont pratiquement d'ores et déjà éliminées, même si mathématiquement rien n'est fait. C'est quand même peu probable qu'ils puissent inverser la tendance lors des 3 prochaines journées. Il faudra un exploit là. Là, c'est quasiment impossible. Surtout que leurs adversaires sont plutôt intéressants. J'ai eu l'occasion de regarder le match de Saint-Georges, de cette équipe éthiopienne qui porte le nom. Saint-Georges, c'est le nom d'une bière locale. Donc, c'est l'équipe des brasseries. C'est une équipe qui a historiquement toujours existé dans le pays et qui arrive, peu importe les crises, qui arrive à résister grâce notamment à l'appui financier de la brasserie nationale qui est derrière eux. Et c'est une équipe qui joue très bien au football. Ils sont dans un petit stade, c'est un stade de 20 000 places maximum. Mais tout le monde dans les tribunes est avec des maillots aux couleurs de l'équipe, donc qui jouent en orange et noir. Donc tout le monde en orange avec une ambiance de la première minute à la dernière seconde. C'était un match très intéressant. C'est une équipe qui développe un très beau football. C'est assez vertical, c'est un mélange, c'est un peu un football à l'anglaise, un peu direct. On n'hésite pas à balancer les ballons devant, mais avec ce côté africain où on va aussi chercher les ailiers sur les côtés qui vont faire des percées. Des percées interminables, tenter de dribbler tout le monde avant de conclure. Donc ça donne un mélange de jeu assez intéressant et c'est une équipe très spectaculaire. En tout cas, moi, je les connaissais de nom seulement. Et j'étais très surpris de leur jeu. Je ne serais pas surpris qu'ils puissent se qualifier à la phase de poule et qu'ils fassent notamment sortir les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Ce serait une grosse surprise, mais pas tant que ça si on regarde le niveau de jeu et qu'on regarde les matchs. Je vais passer au dernier groupe, le groupe D. Un groupe là aussi très serré où on retrouve 4 équipes de 4 régions différentes. Donc les premiers, grande surprise, pas pour moi, mais peut-être pour certains, c'est une équipe zambienne, Zanaco FC, champion de Zambie, tête d'un groupe avec derrière eux le Al Ahly, donc la fameuse équipe égyptienne, 8 fois championne en titre, qui revendiquait pendant très longtemps le titre de club le plus titré du monde, devant Boca Juniors, devant le Milan AC, suivi derrière du Wydad de Casablanca, le WAC, qui se retrouve 3e avec 3 points, et le Coton Sport de Garoua, qui se retrouve dernier avec 0 points, un peu à l'image des Congolais de l'AS Vita Club. Pour eux, ça va être très difficile d'inverser la tendance au prochain tour. Un petit mot quand même sur cette équipe de Zanaco.
On parlait tout à l'heure des coefficients et en fait, cette équipe de Zanaco, elle se bat dans son championnat local avec une autre équipe très intéressante en termes de compétitivité qui est Zesco United, qui l'année passée s'était qualifié pour les demi-finales avec des champions. Et malheureusement pour eux, c'est toujours qu'un seul accès à la Ligue des Champions. Donc c'est seulement le champion qui y participe, à savoir cette année c'est Zanaco. C'est un peu dommage parce que ça ne permet pas aux deux équipes de pouvoir profiter des compétitions internationales comme ça, surtout de la Ligue des Champions, pour pouvoir travailler leur expérience et pour pouvoir justement à terme se hisser de manière régulière dans le dernier carré et pouvoir prétendre à la victoire. Donc c'est une équipe qui est à suivre. Je ne serais pas surpris aussi de les voir en demi-finale à l'image des Éthiopiens de Saint-Georges et notamment d'éliminer les Marocains du WAC. Ah oui, carrément, en demi-finale. Parce que là, oui, d'ailleurs, je me posais la question. Là, tu as 4 groupes. C'est un peu comme l'ancienne version du championnat d'Europe des Nations. Là, tu as 4 groupes de qualifiés, donc tu passes directement au quart de finale, c'est ça? Exactement. Ils ont changé la formule l'année passée. Ils ont changé la formule cette année, puisque l'année passée, c'est pour ça que je fais le lapsus en fait. L'année passée, c'était seulement 2 groupes et les 2 premiers sortaient en demi-finale directement. Donc là, effectivement, ils sont passés cette année à 4 groupes, donc on sort sur les quarts de finale avec les 2 premiers de chaque poule qui sont qualifiés. Et donc c'est vrai que j'ai tendance à dire demi, mais en fait, je veux dire quart de finale. D'accord. Merci de m'avoir. D'accord. Je me disais, tu vas direct là, tu passes direct un tour avec toi. Ouais. Non, c'est un mauvais réflexe. Hein. Je suis resté encore dans ma tête à la formule de l'année passée où en sortant de poule, on se retrouve en demi-finale. Alors moi j'ai une question, pour toi. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais il y a un Halali en Égypte, il y a un Halali au Soudan, il y a non c'est Al Hilal, enfin il y en a un à Tripoli. C'est Al Hilal au Soudan, ouais. Mais voilà, il y en a aussi en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats, je crois. Enfin, ça veut dire quoi Halali footballistiquement? Alors, en fait, j'avais posé la question parce qu'il y a justement on retrouve des Halali dans pratiquement tous les pays arabes en fait. Et Al Hilal au Soudan, c'est la même chose que Halali, sauf que c'est dans une traduction arabe soudanais. Mm-hmm. Donc, et en fait, alors là, tu me poses un peu une colle parce que je me souviens plus. Je crois que c'est quelque chose lié à la jeunesse. Je m'en doutais, c'était la méchante question, mais d'accord, ouais, ça doit être, c'est ce que je me disais, c'est une sorte de formule générique de club, comme tu as beaucoup, je sais pas, de Racing, Football Club, des trucs comme ça. Quoi. Ouais, on peut comparer un petit peu à ça, mais de mémoire, hein, parce que de mémoire, c'était quelque chose lié à la jeunesse, mais je peux pas donner la traduction arabe sans dire de bêtises, donc je veux pas m'avancer, mais je crois bien que c'était quelque chose lié à la jeunesse et c'est effectivement, tu peux faire le rapprochement avec la formule par exemple Racing Club ou Football Club ou qu'on retrouve dans les pays anglo-saxons ou jeunesse sportive, enfin voilà, c'est un petit peu dans cet ordre, dans cette idée-là. Dans cet ordre-là. D'accord Pierre-Marie, du coup on va te laisser conclure sur la Ligue des Champions africaine. Comme tu l'as dit au début, aujourd'hui on va seulement faire la Ligue des Champions pour laisser un peu de la place au couping. Et on parlera du coup au prochain coup de la deuxième compétition qui s'appelle la Coupe de la Confédération. De la Confédération. Surprise, tu veux conclure sur cette Ligue des Champions, ce que tu sens, Ouais, bon, sur le papier, c'est une Ligue des Champions avec quand même une majorité de clubs, pour cette phase de poule, hein, parce que c'est à partir de la phase de poule qu'on peut dire que la Ligue des Champions commence réellement. C'était une compétition qui, sur le papier, avait beaucoup de clubs nord-africains, maghrébins, égyptiens. Si je fais rapidement le calcul, on en est 2, 3, 4, 5, 6, 7 clubs. Donc, sur 16, ça fait quand même pratiquement une majorité. À l'échelle d'un continent de la taille de l'Afrique, c'est beaucoup. Et on se retrouve avec au final ces équipes-là qui seront pas forcément tout en demi-finale. Voilà, le Al Ahly qui a de bonnes chances d'y participer, l'Espérance de Tunis aussi, le Zamalek aussi, l'USMA probablement, et puis l'Étoile sportive du Sahel. Mais en fait, quand on voit le tirage au sort, on peut s'inquiéter un petit peu de voir toutes ces équipes nord-africaines. On peut s'attendre à ce que, vu leur palmarès, vu leur historique, vu leurs moyens, ce soit uniquement elles qui se retrouvent en phase éliminatoire, en quart de finale. Et au final, quand on voit le déroulé de la compétition, pas forcément, notamment dans le groupe D où on a cette équipe zambienne de Zanaco qui risque très fortement de sortir de la poule. On a aussi, dans le groupe B, 3 équipes nord-africaines, il y a de fortes chances que les 2 s'en sortent, mais dans le groupe A, voilà, on a l'Étoile sportive
sportif du Sahel qui va sortir. Et sinon, pour le reste, les adversaires, je pense, seront à la hauteur. Et ce qui est à craindre, où on dit souvent que c'est une compétition pour les équipes nord-africaines, ne risque pas d'avoir lieu. On risque cette année d'avoir des équipes de l'Afrique de l'Afrique centrale, pas de l'Afrique de l'Ouest pour cette année, mais et de l'Afrique du Sud qui sont un petit peu loin dans la compétition. Difficile de faire des pronostics. Malgré tout, Al-Ahly reste favori parce que quelle que soit la compétition, les Égyptiens en Afrique sont toujours favoris au départ. À voir maintenant s'ils vont pouvoir assumer leur statut parce qu'ils sont bien sûr l'équipe à battre. Et à l'image de l'équipe mozambicaine du Ferrovario Beira, on peut s'attendre à tout. L'Afrique aussi a son charme de déplacement compliqué. Quand on va jouer au Soudan qui fait 45 degrés, c'est pas facile, même si on est Camerounais et qu'on est habitué à la chaleur. L'humidité n'est pas la même. Ça peut être la même chose. Quand on va jouer au Congo et qu'on est maghrébin. Donc ça donne aussi un petit peu de piment à la compétition. Et en tout cas, je suis ravi de pouvoir la suivre et de pouvoir vous la partager parce qu'on a la chance cette année d'avoir Canal+ en Afrique qui nous diffuse les matchs de deux poules. Donc même si on ne peut pas avoir toutes les équipes, ça permet d'avoir quand même un aperçu intéressant de la compétition et ça me permet à moi aussi de vous la retranscrire. Super, merci beaucoup Pierre-Marie. Donc comme on l'a dit, on retrouvera les compétitions africaines avec la Coupe de la Confédération au prochain épisode avec toi. Merci beaucoup Pierre-Marie. Merci à vous. Et donc, nous allons partir maintenant en Amérique du Nord du côté de Anthony de Varenne qui va donc nous faire un petit point sur les rivalités naissantes dans le championnat nord-américain, puisqu'on sait cette compétition, même si elle a eu un ancêtre avec la NASL à l'époque Pelé, Beckenbauer et compagnie, ça ne prend vraiment plus culturellement que depuis 10-15 ans. Et en 10-15 ans, voilà, on a envie de savoir, est-ce qu'il y a des rivalités, des derbys qui se sont créés, comment ils se vivent, comment ils sont perçus? Est-ce que c'est la même chose qu'en Europe ou alors c'est totalement différent en Amérique du Nord? Alors Anthony, comment est-ce qu'il y a des rivalités en Amérique du Nord? Oui, il y en a plusieurs même. On le sait, les rivalités, c'est très important dans le sport. C'est là qu'il y a le plus d'émotions. Et la particularité des rivalités en MLS, c'est qu'ils se jouent avec des coupes pour enjeu. La raison d'avoir des trophées seconds durant la saison est d'augmenter l'intensité. Au départ, la Ligue, la MLS, cherchait plus de spectacles. Ils ont donc créé des trophées avec les partisans et les rivalités se sont amplifiées ainsi. La plus vieille rivalité de la MLS est le California Classico, qui met en vedette les San Jose Earthquakes et le LA Galaxy, deux équipes de Californie. C'est une rivalité qui va bien plus loin que le foot, parce que entre les résidents du sud et du nord de la Californie, il y a des enjeux politiques. Le premier affrontement a eu lieu le 28 avril 1996. Il y a eu un total de 74 face-à-face entre les deux équipes, dont 9 fois en play-off. Le Galaxy a remporté 32 duels, tandis que San Jose en a gagné 21. Un joueur emblématique de cette rivalité, c'est Landon Donovan, un des plus grands joueurs américains à mes yeux, qui a joué pour les deux équipes, pour San Jose de 2001 à 2004 et pour LA de 2005 à 2014. On savait que c'était une légende des Galaxies, mais ouais, ça j'ignorais. Et en fait, il a été formé donc au Earthquake. Ouais, Earthquake. Mais c'est sûr que le grand public l'a plus connu avec les Galaxy quand David Beckham était présent, Robbie Keane, Steven Gerrard même. Donc c'est ça. Il y a eu quelques altercations qui ont eu lieu sur le terrain, mais en dehors aussi. La plus grave, ça s'est déroulé en octobre 2012 lorsque plusieurs partisans du Galaxy ont été arrêtés dans le stade pour de violentes altercations. Maintenant, une autre rivalité, c'est une des plus intenses de la Ligue qui met en vedette les Timbers. Juste avant de passer à une autre, j'étais sûr que tu parlais de la rivalité des Timbers exotiques. Ouais. À Los Angeles, donc tu nous as parlé de la rivalité avec les San Jose Earthquake, c'est dur à dire. Ouais. Il y a longtemps eu un autre club à Los Angeles qui était une franchise, une sorte de franchise, les Chivas de Los Angeles. Est-ce que il y avait aussi un peu d'animosité ou c'est toujours resté avec San Jose? Il y avait quand même une rivalité puisque le Chivas, si je me rappelle bien, était situé à Los Angeles. Ça s'appelait le Super Classico et c'est encore une fois le Galaxy qui dominait le Super Classico quand en 22 affrontements, en 34 affrontements, ils ont gagné 22 rencontres. C'est sûr que la rivalité était moindre qu'avec San Jose, mais il y en a une tout de même. Pour ce qui est, je vais revenir à
à la rivalité Timbers contre les Thunders de Seattle. Les deux équipes se disputent la Cascadia Cup qui récompense la meilleure équipe du nord-ouest de la ligue. Mais il y a également une autre équipe dans cette coupe. C'est les Canadiens des Whitecaps de Vancouver. Donc, ils sont 3 à s'affronter durant la saison pour le trophée. Mais la plus grosse rivalité de cette coupe est du côté américain entre Portland et Seattle. Juste pour vous parler de la coupe un peu, la première édition de cette coupe a eu lieu en 2004 lorsque les 3 équipes étaient en USL. La première fois en MLS a eu lieu en 2011 avec l'arrivée de Seattle dans la ligue après l'arrivée de Portland et Vancouver en 2009. Et pour revenir à la rivalité entre Seattle et Portland, il y a eu un total de 97 affrontements entre les deux équipes. Les Thunders en ont gagné plus de la moitié avec 50. Et le premier affrontement a eu lieu en 1975, dans le temps de la NASL, comme tu as dit plus tôt, où est-ce que Seattle l'avait emporté 1-0 à Portland dans le Providence Park, qui est encore le domicile des Timbers. Malheureusement, entre 1982 et 2011, dû à l'arrêt de la Ligue, il n'y a pas eu d'affrontement de première division entre les deux équipes, seulement dans les coupes nationales, juste à ce que les Thunders retrouvent le haut niveau en MLS. Juste un petit fait cocasse de cette rivalité. En 2009, lors d'un match de coupe, là, un joueur de Seattle avait marqué. Il s'appelle Roger Levesque. Et il fait une célébration d'un arbre qui tombe vis-à-vis les supporters des Timbers. Et Timbers, ça veut dire en français bûcheron. Oui. Donc, c'est un peu dire comme si l'équipe avait chuté face à Seattle. J'ai quand même trouvé ça drôle. Mais il n'y a jamais eu vraiment... Clairement une provocation. Ouais, c'est ça, une provocation. Mais Roger Levesque, c'était un joueur quand même provoquant pour Seattle. Mais il n'y a jamais eu vraiment de graves incidents entre les deux équipes, excepté en 2010, lorsque dans un match pré-saison, 3 supporters de Seattle avaient agressé un supporter du groupe Timbers Army. C'était pas une grosse agression. Mais ça a l'air de rester quand même des agressions, des problèmes de violence un peu marginaux. Il n'y a pas de phénomène ultra encore aux États-Unis ou au Canada. Il y a des ultras, mais c'est pas des violences. C'est vraiment juste pour supporter je vais juste rectifier ce que je viens de dire parce que je viens complètement d'assimiler le phénomène ultra et les mouvements ultra au terme de violence, qui est absolument pas forcément le cas. Je voulais parler d'hooliganisme, autant pour moi. À tous les okay. Non, il n'y a pas de mouvement hooligan, il n'y a pas de phénomène de hooliganisme. Non. Il y a des faits de violence, mais il n'y a aucun mouvement de violence. D'accord. Maintenant, je vais changer de frontière. Je vais aller au Canada. Le derby canadien entre l'équipe de chez moi, l'Impact de Montréal et le Toronto FC. Le derby se nomme le derby. Pourquoi? Parce que la route 401 rejoint les deux villes. La rivalité entre Toronto et Montréal n'est pas seulement au foot, mais aussi dans d'autres sports professionnels comme le football américain ou le hockey. C'est également une affaire de langue puisque c'est un peu les anglophones ontariens contre les francophones québécois. La première fois qu'il y a eu un affrontement entre Toronto et Montréal dans le foot, c'était en 1971 lorsque les Toronto Metro avaient affronté les Montreal Olympics. Mais le premier affrontement... C'était en NASL aussi alors. J'ai oublié de le noter, mais je pense que c'était dans la Ligue canadienne autrefois. D'accord. Mais le réel premier affrontement entre l'Impact et le TFC a eu lieu en 2008 lors du championnat canadien. Toronto l'avait emporté 1-0. Pour ce qui est de la MLS, ça a eu lieu le 7 avril 2012 lorsque l'Impact avait remporté la rencontre 2-1. Plus récemment, ils se sont rencontrés lors des dernières séries en finale de conférence. Toronto est sorti victorieux en gagnant 5-2 en prolongation après avoir perdu 3-2 au stade olympique. Il y a eu un total de 34 affrontements entre les deux équipes, mais Toronto en a gagné 16. Le prochain affrontement sera le 21 juin pour la finale du championnat canadien, qui a comme enjeu l'accès à la Ligue des champions de la CONCACAF. Une autre rivalité dans l'Est, c'est l'Atlantic Cup. Elle met en vedette deux des équipes les plus anciennes de l'Est, les Red Bulls de New York et le DC United. Il y a eu un total de 88 affrontements, dont 13 en série, où est-ce que le DC en a gagné un peu moins que la moitié avec 43. Le premier affrontement a eu lieu en 1996, lorsque New York, anciennement nommé MetroStar, avait gagné 2-1 à DC. En 2002, un trophée formel fut créé pour la rivalité entre les deux équipes, qui est nommé, comme dit plus tôt, l'Atlantic Cup. Un accident insolite, encore en lien avec une célébration, a eu lieu en 2006, lorsqu'un joueur de DC, après son but, avait bu une boisson énergisante au nom de l'équipe new-yorkaise, une Red Bull. Et une autre rivalité que les Red Bulls ont, c'est qui va surtout être à surveiller dans l'avenir, c'est le derby new-yorkais nommé Hudson River. Il met en vedette les Red Bulls face à son équipe voisine, l'autre côté de la rivière Hudson, le New York City FC. Je voulais en parler justement, parce que c'est très récent, le City est un club très récent, mais est-ce que du coup ça monte? Est-ce que la sauce monte? On sait que
tout est fait pour que ça monte médiatiquement, etc. Oui, oui. La Ligue met beaucoup d'emphase sur cette rivalité. Je pense qu'à l'avenir, il va se passer des choses dans cette rivalité-là, même s'il y a juste 6 affrontements jusqu'à présent. Mais le Red Bulls domine déjà les hostilités avec 5 parties gagnées, dont un 7-0 l'an dernier. Mais il y a cependant déjà eu des incidents reportés à l'extérieur du terrain, mais c'est des très petites affaires dans des bars, etc. Ce n'est pas au stade. Oui, comme on a dit, il n'y a pas encore d'affrontement de masse entre groupes, etc. Quoi, c'est vraiment des violences marginalisées dans les bars, 3 mecs un peu pétés qui n'ont pas le même maillot et qui c'est ça. voilà. Au stade, c'est vraiment juste des provocations, mais je pense que ça se fait dans tous les stades du monde. Oui, dans toutes les cultures du monde. Mais parce que le foot est assez récent, est-ce que des rivalités comme ça, je pense par exemple, je sais pas moi, entre les Lakers et les Clippers, puisque ma foi, tu es québécois. Par exemple, je sais qu'il y a une très grosse rivalité entre les Canadiens et les Bruins de Boston. Est-ce que dans le stade, sur le terrain, comment ça se vit ce genre de rivalité? Est-ce qu'on la ressent dans le football, dans les derbys que tu as évoqués, vraiment des rivalités entre joueurs, là, tu parles? Vraiment on sent l'intensité sur le terrain et tout, là? C'est ça, exactement. Le fait d'être deux équipes très proches, très rivales, est-ce que ça se ressent sur le terrain? Est-ce qu'il y a une tension différente dans les matchs? Voilà. Mais c'est sûr qu'un match Seattle contre Portland, c'est toujours intense. Faut pas manquer ce genre de match-là. Mais toutes les rivalités que j'ai parlé plus tôt, c'est des rivalités qui ont surtout été créées par la MLS un peu. Ils ont vraiment mis l'emphase. Tandis que j'ai une dernière rivalité, que c'est vraiment les joueurs qui l'ont débuté. C'est ça, c'est une de celles à s'être créée réellement sur le terrain. La Ligue n'a pas donné de réel nom à cette rivalité qui m'en vedette le Sporting Kansas City et le Real Salt Lake. Cette rivalité a commencé en 2011 lorsque dans un match de pré-saison, un gros tacle du joueur du Sporting, Roger Espinoza, sur Javier Morales, créa une altercation avec plusieurs joueurs des deux équipes. Finalement, le banc des deux équipes s'était vidé, une bataille générale avait débuté sur le terrain après un match nul 2-2. Ah oui, là, c'est vraiment une embrouille entre deux groupes de joueurs. Oui, c'est ça. Et ça s'est encore plus amplifié avec d'autres événements qui ont eu lieu en 2013. Plus tôt, lors de cette saison, un match controversé avait eu lieu avec un rouge qui aurait dû être mérité de Chris Wingert. Dans le fond, il y avait seulement eu un carton jaune. C'était un choc sur quai caméra, style hockey sur glace, avec un gros plaquage et tout, une grosse mise en échec. Sauf que là, il y a pas de glace pour le bloquer. Non, c'est ça. Un gros boom. Mais Chris Wingert avait vraiment sauté et sorti l'épaule pour mettre en échec Kei Kamara. Et lors de cette même rencontre, le but de la victoire de Iki Opara avait eu lieu 7 minutes dans le temps additionnel, lorsqu'il y avait seulement 5 minutes indiquées. Donc, le Real Salt Lake s'avait indigné un peu sur ce sujet. Puis, ils se sont rencontrés lors de la finale de la MLS Cup. C'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, cette finale s'est rendue au tir de pénalité. Le manager du Real Salt Lake à l'époque, juste avant la finale, Gert Lagerwey, avait critiqué le jeu de Kansas City, disant que son équipe avait un bien plus beau jeu. Finalement, Kansas City l'avait remporté au penalty et plusieurs joueurs avaient nargué Lagerwey sur les réseaux sociaux. Je voulais te demander, là pour le coup, voilà, entre ces deux équipes, fait un peu inédit, voilà, c'est pas une question trop de rapprochement, quoique il me semble que Kansas City et Salt Lake ce soit pas si éloigné que ça. Ouais, mais dans le fond, l'état de Utah et de Kansas, il y a juste, je pense, Denver qui est entre les deux. Donc, ils sont quand même proches. C'est la même région. C'est pas mitoyen, mais c'est la même région. Mais voilà, pour le coup, on va dire que c'est deux groupes. Il y a une haine, une tension qui s'est montée entre deux groupes de joueurs. Mais du coup, cette tension, est-ce que elle s'est répercutée dans les tribunes, et je parle pas de violence, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour un supporter de Kansas City ou un supporter du Real Salt Lake, taper l'autre équipe, je parle de score, je parle pas de violence, taper l'autre équipe, ça devient fondamental, ou est-ce que tu penses que la rivalité va disparaître avec le changement de joueurs qui va forcément y avoir dans les effectifs avec les transferts, les retraites, etc. Ouais, j'ai l'impression que cette rivalité-là est vraiment
pour ce temps-ci, parce que c'est vraiment, je pense, les joueurs qui l'entretiennent, comme en 2015, Benny Philharber, le milieu vedette du Sporting, pour amplifier la rivalité qui semblait disparaître, a fait des commentaires contre le Real Salt Lake disant que c'était l'équipe qui haïssait le plus dans la ligue. Donc, on sent que les joueurs veulent que la rivalité reste, mais avec Voilà, le temps, j'ai l'impression c'est ce que je pensais. Il y a une rivalité qui naît et qui se transmet de joueur en joueur en fait dans l'effectif. Ouais. Donc c'est rigolo. C'est assez rigolo parce qu'avant que tu conclues en faisant un petit point rapide sur les résultats du championnat, c'est assez rigolo parce que quand on étudie les histoires de rivalité, notamment dans les championnats sud-américains que je maîtrise un peu plus, ça part généralement d'une bagarre comme ça un jour. Et parfois c'est des bagarres qui datent de matchs dans les années 30 ou dans les années 20. Voilà, les mecs ils sont foutus sur la tronche parce que ça allait pas, tout ça. Et là, il y a une rivalité qui s'est créée et qui date encore jusqu'à parfois aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, la rivalité, comment dire, la tension qu'il peut y avoir dans un match entre deux équipes qui ne s'aiment pas est encore transmise pendant 3 jours aujourd'hui. C'est assez étonnant. Et donc, on voit qu'en effet, c'est en train de se créer. Ce genre de choses est en train d'arriver en MLS aussi, même si ce championnat est assez jeune. Alors, du coup, merci beaucoup pour ce point sur les rivalités. Et du coup, on voulait, avant de partir en Colombie, quand même faire un petit point rapide sur les résultats. On en est en MLS. Dans la MLS, la majorité des équipes a une quinzaine de matchs joués. Et depuis le dernier épisode, il n'y a pas beaucoup de place dans le classement pour les places qualificatives dans les séries qui ont changé. Dans l'Est, c'est toujours Toronto qui mène, suivi de Chicago, New York City, Orlando City, Columbus Crew et le New York Red Bulls. Et dans l'Ouest, c'est toujours c'est le Sporting, Houston, FC Dallas, Portland, les Timbers de Portland, les Whitecaps de Vancouver et les Sounders de Seattle qui sont qualifiés en série. Et comme ça. Donc je les ai en premier, mais j'ai peut-être fait une erreur. Je pense que j'ai dit Sporting qui. Oui, c'est le Kansas City. Ouais. C'est ça. Dans l'Ouest, la seule équipe qui est pas qualifiée comparée au dernier podcast, c'est les Earthquakes de San Jose, mais ils ont le même nombre de points que les Sounders. Donc, les trois équipes... Oui. Ah oui, non, d'accord. Ok, non, oui, t'as raison. Je m'embrouille géographiquement. Vas-y. Non, c'est correct. C'est ça. Les trois équipes qui participent à la Cascadia Cup sont qualifiées, tandis que les deux équipes du California Classico ne sont pas qualifiées pour l'instant, mais l'égalité est à 1 point des Sounders. Comme je viens de dire, le Earthquakes est à égalité avec les Whitecaps et les Sounders. Donc, c'est vraiment serré, la MLS. J'ai hâte à la fin de saison pour voir qui va être qualifié et tout, parce que ce qui est avant-dernière de l'Est et à seulement 4 points de place. En 2 victoires, vient de se relancer dans la course à la qualification. Eh ben merci beaucoup Anthony. Et nous aussi, on a hâte d'avoir le dénouement final parce que c'est vrai que cette MLS est toujours assez serrée, comme tu l'expliquais dans le premier épisode. Merci beaucoup Anthony. Et on refera donc la MLS un peu plus tard, toujours soit pour parler de culture sportive nord-américaine, soit ma foi de résultats tout simplement. Eh bien, direction la Colombie, où avec Pierre Gerbeau, où là on rigole plus là. On va partir, on va se faire pousser la moustache, on va s'acheter des grosses villas et on va se faire une série sur Netflix parce que tout simplement aujourd'hui on va parler de narco-football. C'est ça. La dernière fois, je vous avais présenté un peu le championnat pour vous le situer géographiquement, parler des équipes phares, etc. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir sur une période malheureusement importante et qui a profondément transformé le football colombien et pas que. C'est l'époque des narco-football. Donc la première chose, je voudrais bien contextualiser la situation. On est on est à la fin des années 70. Début donc les années 80-90 sur ces 2 décennies-là. Et on dit souvent que le football est le reflet de la société. Et c'est totalement vrai. C'est-à-dire que la Colombie a traversé une crise économique qui a un peu affaibli le pays, qui a permis la montée en puissance de ces personnes-là. Et il faut savoir qu'à cette époque, la société colombienne est quand même ultra violente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. C'est assez dangereux de se balader.
Il y a une double guerre en fait entre les cartels, évidemment entre eux, les deux plus célèbres, cartel de Cali, cartel de Medellín, et les cartels sont eux-mêmes en guerre contre l'État colombien. Et ils font notamment, c'est pour ça que c'est dangereux les rues, ils font des attentats. Voilà, tu passes dans la rue, t'as une bombe cachée dans une poubelle, t'exploses. Enfin. T'as des bombes contre les centres commerciaux, fait tout ce qui... L'ambiance n'est pas au top, quoi. Ouais, non, c'est ça. Tout ce qui permet de gagner de l'argent à l'État, en fait, c'est attaqué par les cartels. Voilà, dans le football, à proprement parler, le narco-football commence en 1979 avec l'Union Magdalena. Pour info, c'est le premier club professionnel de Carlos Valderrama, un joueur que vous connaissez bien. Et voilà. Donc l'Union Magdalena est infiltrée par un narco. Alors c'est pas là pour parler technique, faut savoir à cette époque, donc l'Union Magdalena est un club de Santa Marta. Santa Marta, c'est une ville sur la côte Caraïbe vers l'est. Il y a une route de la marijuana entre la Guajira, donc qui est le département le plus au nord, et Santa Marta. Donc c'est comme ça que ça arrive. Et donc l'Union Magdalena gagne le titre en 79. Et donc je voudrais tout de suite mettre un point, un bémol. Faut pas croire que le narco-football touchait tous les clubs colombiens. En 1983, le ministre de la Justice, Monsieur Lara Bonilla, a affirmé publiquement, il a dit voilà, il y a 6 clubs aujourd'hui qui sont gérés par la mafia. Les 2 clubs de Medellín, donc le DIM et l'Atlético Nacional, les 2 clubs de Bogota, les 2 clubs importants de Bogota, Millonarios, Santa Fe, l'América et le Deportivo Pereira. Voilà, ça c'est pour ça, c'est un truc qui m'a toujours étonné avec la Colombie, ce que j'en sais à travers des œuvres de fiction, comme la série Narcos de Netflix ou d'autres choses que j'ai lues ou vues sur le pays. C'est assez étonnant comme à chaque fois, tout a été fait à moitié de manière explicite et à la fois implicite. C'est-à-dire que les clubs sont... on a des clubs parmi les plus gros qui sont parasités par le narcotrafic et le banditisme. Et en même temps, le ministre de la Justice va débarquer et les pointer du doigt publiquement. C'est assez étonnant, ça. Bah ouais, c'est un peu étonnant. Après, quand je dis qu'ils sont infiltrés, c'est-à-dire que les propriétaires des clubs. Alors Pablo Escobar n'a jamais été dirigeant d'un club, hein. Ça faut qu'on soit bien clair là-dessus. Bon, c'est des gens de son cartel, mais Pablo Escobar, la personne de Pablo Escobar, n'a jamais été ni président, ni actionnaire majoritaire, ni propriétaire, ni quoi que ce soit d'un club de Medellín. Mais donc les propriétaires, etc., ce sont des clubs de foot, donc faut savoir comme un président normal, sauf qu'on sait qu'ils ont des activités illégales. Alors c'est le problème. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on sait, le ministre le dit, et pourtant quand tu dis que le ministre le dit, on est en 82, 84, tu as dit 83. 83, voilà, entre les deux. Et 83, et le narco-football va durer encore une grosse dizaine d'années. Donc tu peux le dire publiquement par une personne aussi importante que le ministre de la Justice, et ça continue. Ouais, parce que pour information, notre ministre de la Justice, Monsieur Lara Bonilla, est mort en 1984. Et ah bon? Il est mort. D'accord. Il est mort assassiné. On va pas, voilà, tué par le cartel de Medellín. Donc un peu une réponse à mon interrogation. Exactement. C'est qu'on passait savoir que les hommes politiques étaient aussi pas tous très clean à l'époque, évidemment. Bah, soit pas clean, soit dans le caniveau. Voilà, clean mais dans la tombe. C'est la fameuse époque qu'on traduit par de l'argent ou du plomb, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour le contexte. Et donc parmi ces 6 clubs, faut savoir que les narcos n'ont pas du tout les mêmes objectifs selon les clubs. Pour ça, je vais prendre 3 exemples même. Alors, on va prendre d'un côté les deux clubs comme l'América et Medellín. Donc l'América, ce sont les frères Rodríguez Orejuela, cartel de Cali. Ils ont essayé à la base de prendre le Deportivo Cali, sauf que le Deportivo Cali, c'est pas possible parce que la structure du club le permet pas. Mais ça tombe bien puisque finalement les frères Orejuela sont des malades vraiment de l'América. Donc ils entrent dans le club.
Et eux, alors effectivement, on va pas se mentir, l'objectif ultime du narco-football, ça reste de laver de l'argent. Mais l'América va le laver et va pas vraiment, les frères Orihuela vont pas gagner d'argent avec le football. Ils vont essayer d'acheter des stars pour laver les dollars, hein, etc. Mais il y a vraiment l'objectif d'une politique sportive qui est de régner sportivement sur le continent. C'est la même chose pour Medellín. Alors Pablo Escobar, faut savoir que si vous allez à Medellín aujourd'hui, il n'a pas une image négative, en tout cas certainement pas dans les quartiers défavorisés. Pablo Escobar, il est arrivé dans le football tout simplement parce qu'il a voulu aider les quartiers défavorisés. Il a construit des stades de foot à la pelle, et c'est comme ça que beaucoup de joueurs qu'on a retrouvés après au niveau professionnel. Je prends par exemple le gardien que vous connaissez, René Higuita, Leonel Alvarez, etc. ont commencé le football grâce à Pablo Escobar parce qu'ils allaient au terrain qui était à côté, terrain construit par Pablo. Donc c'est pour ça que Escobar aussi finançait le football. C'était plus par amitié avec les joueurs. Donc oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Escobar faisait ça, s'intéresser au football un petit peu par populisme, ou est-ce qu'il avait un vrai, lui personnellement, intérêt envers le football? Non, il aimait le football quand même. C'était pas quelqu'un qui a fait ça pas que pour acheter la paix sociale dans les quartiers pauvres. Il arrivait, il aimait le football. Pour information, il a été donc enfermé à la cathédrale, qui est la prison à côté de Medellín, et il a fait construire un terrain de foot où il a fait venir les joueurs de l'Atlético Nacional. Les joueurs qui ont gagné la Libertadores, Leonel Alvarez, Andrés Escobar, René Higuita, etc. C'est pour ça d'ailleurs au passage que Higuita n'a pas joué la Coupe du Monde 94, il était en prison. Non, sérieux? T'es sérieux? Oui, Higuita rendait visite à Pablo Escobar en prison et il a été accusé. De là à rater. Ah, il était en prison, vraiment. Il n'était pas à la cathédrale, genre seulement invité. Oui, il était en prison officiellement. Voilà, en fait, Higuita était ami avec Escobar, il lui rendait visite, et comme souvent, en fait, Higuita était accusé d'avoir été complice dans un enlèvement, dans une séquestration, et donc il a passé quelques mois en prison. Donc voilà, on avait d'un côté ces clubs comme Medellín ou l'América qui essayaient vraiment de construire une politique sportive et qui essayaient vraiment d'avoir des résultats sportifs, donc pas forcément de gagner de l'argent. Et de l'autre côté, on avait des clubs comme Pereira ou comme Millonarios. Pereira, il y avait un disciple d'Escobar qui s'appelait Octavio Piedrahita, qui a prêté entre guillemets allégeance à Pablo Escobar et qui arrivait à Pereira pour faire son business, pour laver son argent. Il est arrivé en 82. Il a fait venir, pour laver le plus rapidement possible à Pereira, il a fait venir beaucoup de joueurs péruviens notamment. Mais le foot, lui, c'était pas son truc, il s'en foutait. Donc Pereira, ils font 4e du championnat en 82. Mais voilà, c'est surtout un jouet. Donc il est là pour laver son argent, machin, mais le foot, voilà, Pereira, il n'a pas voulu développer le club en tant que tel. Voilà, il n'y avait pas vraiment un narco-football, il y avait différents narco-football, et tous les narcotrafiquants n'avaient vraiment pas les mêmes objectifs. Et enfin, je voudrais revenir sur le point ultime du narco-football, évidemment en Colombie, c'est la Coupe du Monde 94. Donc, il faut savoir que Pablo Escobar est assassiné en décembre 93, je crois. Donc, la Colombie est qualifiée pour la Coupe du Monde 94. Mais il y a quand même évidemment un héritage. Les narcos font vraiment une guerre entre eux. Ils parient beaucoup d'argent. Ils essayent de… M'en dis pas trop parce que j'ai pas la saison 3 de Narcos, c'est pas encore sorti. On en est là. Tu verras qu'il y a différentes… Tu vas me spoiler. Voilà, il y a différentes guerres de cartel, mais le point ultime, c'est la Coupe du Monde 94 où donc la Colombie arrive en favorite parce qu'elle a vraiment marché sur le continent, et donc ils perdent le premier match contre la Roumanie, ils perdent 3-1, et ils arrivent deuxième match contre les USA, et un peu de temps avant le match, donc les joueurs sont à l'hôtel et ils voient arriver le sélectionneur de l'époque, Maturana. Ils le voient arriver, il est livide, quoi, il est un peu blanc. Et il dit, bon, les gars, on a un petit problème. Les joueurs avaient reçu des menaces venant des cartels, et ils avaient enlevé le frère d'un joueur, et ils avaient donc clairement dit au sélectionneur, si tu fais jouer Gabriel Jaime Gomez, dit Barrabás, on va te tuer ta famille. Et je crois donc le frère de Barrabás a aussi été enlevé ou tué. Ça, j'ai un petit doute là-dessus, donc je voudrais pas dire des conneries.
Mais donc voilà, ils reçoivent clairement les menaces directement des cartels. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce Gabriel James Rodriguez? Rien, justement. Les cartels ne voulaient pas le voir sur le terrain. Donc c'est vraiment une question de niveau, quoi. C'est juste que les cartels le trouvaient mauvais. Donc, non, on n'en veut pas sur le terrain. Gère-le. Okay. Bon, évidemment, à la place de Maturana, il n'a pas fait le malin. Ils ont gagné les cartels. Donc voilà, Maturana, c'est entre guillemets, c'est à protéger sa vie. C'est couché. Barrabás n'a pas joué. D'ailleurs, Barrabás. Je vous conseille pour ça de voir un documentaire qui s'appelle Les deux Escobar. Barrabás s'explique clairement. Moi, on m'a dit ça. J'ai dit, ok, j'arrête le football, quoi, clairement. Donc voilà, ça c'est vraiment le point ultime du narco-football en Colombie. C'est vraiment l'année 94 où tu as les cartels qui entrent directement sur la composition de la sélection nationale. Et pour conclure, je voudrais dire que évidemment cette période a eu des conséquences vraiment horribles pour les clubs de football touchés. Millos et Pereira, par exemple, donc Millonarios et Pereira ont traversé après cette période-là une crise énorme de résultats, une crise financière. Enfin, ils se sont vraiment cassés la gueule, mais d'une force au point d'être quasi disparaître. L'América, donc Miguel Orejuela est arrêté en 95. Je crois, donc l'América de Cali s'est retrouvé du jour au lendemain sur la liste Clinton. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la liste Clinton. Oui, tout à fait. C'est une liste de narcotrafiquants qui comportait aussi des gens d'organisation à éviter. Donc l'América s'est retrouvé sur la liste Clinton. Donc après, en termes de sponsoring, en termes de trouver des ressources économiques, c'est plus compliqué, quoi. C'est compliqué, là. Donc l'América, on est sorti. Ouais, et donc l'América, on est sorti de cette liste il y a pas longtemps, hein, dans les années 2010. Ça a duré autant de temps? Ouais, c'était très très compliqué pour l'América. Ça explique son passage à vide dans les années 2010, du coup? Ça explique son passage à vide tout court après après la période narco-football. Ils ont fait un peu l'ascenseur. Entre la fin des années 90 et toutes les années 2000, ils font sportivement, c'est pas énorme, hein. Ça commence à… C'est terrible parce que pour les frères Orejuela, comme tu l'as dit, c'est presque ceux qui avaient le plus une ambition sportive dans le fait de posséder le club, visiblement, qui avait vraiment un amour et qui voulait, avant même presque de blanchir de l'argent, etc., surtout que l'América soit champion de tout. Et au final, ils auront plongé leur club dans un désert. C'est ça, c'est horrible. Et c'est le fils d'un des frères Orejuela. Donc, il y a une journaliste caleña qui a fait un livre qui a profité de la remontée de l'América pour parler un peu faire un livre un peu sur l'histoire du club. Et donc l'un des fils des frères Orejuela le dit, c'est terrible pour nous parce que aujourd'hui je vis les matchs depuis il est à Miami, je vis les matchs aujourd'hui comme un supporter, j'étais comme un dingue quand ils ont monté, mais voilà, aujourd'hui je sais que c'est mort. Je peux plus rentrer dans le club. On m'attribue encore aujourd'hui des choses que leur père, son père et son oncle ont fait, pas forcément. Ouais, ils sont encore un peu les boucs émissaires, donc il le dit, c'est terrible parce que voilà, moi le club c'est l'América et je suis vraiment malade. Donc cette période-là a vraiment été terrible et a encore quelques conséquences aujourd'hui. Millonarios financièrement, c'est pas ça encore. Alors il y a plus de traces d'argent sale, mais cette période-là a laissé un vide monstrueux dans les caisses. Pereira, c'est pareil. Donc l'América, je viens de l'expliquer. Celles qui s'en sont bien sorties, c'est les clubs de Medellín, parce que la politique, notamment du national, c'était toujours de faire venir les meilleurs joueurs du pays. Donc ils ont essayé de gonfler artificiellement. Ils ont gonflé artificiellement les salaires pour attirer les meilleurs joueurs du pays, mais
Mais voilà, ça s'est arrêté là. Ils n'ont pas fait venir à des prix monstrueux, exorbitants des joueurs de l'étranger comme l'América a fait. Donc c'est pour ça qu'ils s'en sont un peu mieux sortis. D'accord, bah du coup pour conclure, voilà quoi, le narcotrafic a vraiment influencé le football colombien pendant 15 ans et certains clubs s'en relèvent à peine aujourd'hui ou peinent encore à s'en remettre et on en ressent encore les coups. Et d'ailleurs, j'allais dire, si je pouvais terminer du coup sur un petit point sur la Liga Águila. Parce que justement, tu nous as parlé tu nous as donné des noms de clubs, qu'on va retrouver puisqu'on en est aux demi-finales de l'Abertura et on retrouve, je vais te laisser les dire, mais c'est du très très gros match, quoi. C'est 2 très gros demi-finales. Les 4 clubs les plus célèbres, les plus importants du pays, puisque en demi-finale on aura Atlético Nacional Millonarios. Alors ça c'est un classique du football colombien. Il faudra que je le présente de manière plus détaillée sur le carnet opposé, mais il y a un vrai affrontement social, il y a une vraie opposition sociale plutôt qu'affrontement opposition entre les gens de Medellín, les Paisas, et les gens de la capitale Bogota qui sont les Rolos, qu'on appelle les Rolos. Donc voilà, ça c'est la première. Et l'autre, on aura carrément le Clásico caleño entre l'América et le Deportivo Cali. Le Deportivo Cali qui a fait la grosse perf en sortant le DIM, donc le Deportivo Independiente Medellín, qui était une des équipes favorites pour le titre et qui s'est fait balayer. Qui s'est fait surtout balayer lors du match aller face au Deportivo Cali, qui a pris 4-1. Et donc voilà. Et pour conclure sur l'actualité aujourd'hui, donc Maturana, le sélectionneur en 94, vient de retrouver un banc. Il a été appelé au chevet d'un club qui s'appelle le Once Caldas. Et donc on va le retrouver sur le banc pour la Liga Águila 2. Et Once Caldas qui avait gagné la Libertadores en 2004 face à Boca. 2004. Putain, j'allais dire 2004, mais j'étais pas sûr. Ah, je l'avais. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Je t'en prie, Simon. Ouais, comment ? Je t'en prie, Simon. Toujours un plaisir de parler, de vous éclairer un petit peu sur une période comme celle-là. Ah bah oui, c'est toujours balèze. Et là, surtout un sujet comme ça. Et tu en as parlé un petit peu, on l'a évoqué. Et on fait jamais de pub. Comme je l'ai rappelé en début d'émission, on est bénévole. Donc en toute bénévolité. Je ne sais pas si c'est dans un bénévolat le plus total, je ne peux que vous conseiller la série Narcos sur la plateforme Netflix, de la pirate, si vous voulez la streamer ailleurs, moi je m'en fiche, qui est très bien faite et dans laquelle on voit quelques petits moments de narco-football. C'est évoqué à certains moments. Merci Pierre. Et comme je l'ai dit, on va traverser un bout d'Amazonie, puisque là pour le coup on fait un tout petit voyage. Il y a un gros bout de Brésil à traverser, ou alors on peut passer par la terre, on peut faire comme ça aussi, via l'Équateur et le Pérou, pour rejoindre l'Altiplano, la cordillère des Andes, et rejoindre Thomas Alain, qui va nous présenter pour la première fois le football indien, le football des Boliviens. Comment vas-tu, Thomas ? Exactement, bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir parler un petit peu du championnat et du foot bolivien en général avec vous. Et nous, ça va très bien, écoutez. Alors dis-nous, comment il fonctionne ce championnat bolivien ? Alors ce championnat bolivien, il présente un format Sud-Amérique avec un championnat d'ouverture et un championnat de fermeture sur 15 mois. Là on est un petit peu dans une phase de transition, donc il y a ce qui se passait avant, ce qui se passe cette année et ce qui se passera après. Donc un championnat avec l'ouverture qui se déroulait du mois de août au mois de décembre et le championnat de fermeture se déroulait du mois de février au mois de juin. Là les instances boliviennes, pour un petit peu se caler sur le changement de configuration de Copa Libertadores et de Copa Sudamericana, qui va se dérouler donc, du mois de février au mois de novembre. Qui, rappelons-le, va maintenant dure sur toute l'année civile. Voilà, donc là, ils ont décidé que le tournoi donc appelé d'ouverture 2016, qui a eu lieu donc, du mois de juillet au mois de décembre 2016, à la saison 2017. Donc le tournoi d'Apertura, le nouveau, va durer... Le tournoi d'Apertura 2016, qui en fait a eu lieu à la fin 2016, va se joindre au tournoi
d'ouverture 2017 et tournoi de fermeture 2017. Donc il n'y a pas eu de changement de format, mais il y a eu un changement de calendrier pour se caler sur la Copa Libertadores. D'accord, ok. Qu'à la fin de l'année, au lieu de comptabiliser le total des points sur 2 championnats, ils vont le comptabiliser sur 3 championnats. Donc ils ont ajouté un championnat, puis 2 championnats de fermeture. D'accord, donc on est un peu on reste quand même dans les classiques des standards sud-américains avec de l'ouverture et de la fermeture. Exactement, normalement c'est tout à fait le classique standard, excepté que cette année donc il y a un petit changement de calendrier. Et à la fin de l'année 2017, à la fin de l'année civile, on va comptabiliser non pas le total des points de 2 championnats, mais le total des points de 3 championnats. C'est-à-dire le championnat qui a lieu à la fin 2016, le championnat qui a eu lieu au début 2017 et le championnat qui a eu lieu à la fin 2017. Un petit changement pour se caler sur la Copa Libertadores. D'accord. Donc au niveau des clubs, donc, le championnat comporte 12 équipes. L'année prochaine, il y en aura 14. En Coupe continentale, le champion est qualifié directement pour la Copa Libertadores, donc le champion du tournoi d'ouverture et le champion du tournoi de fermeture, ce qui fait 2 places directement qualificatives. Ensuite, les 2 équipes les mieux classées qui ne sont pas championnes vont en barrage de Copa Libertadores, et puis l'équipe classée 5, 6, 7 et 8e iront en Copa Sudamericana. Donc ce qui est assez intéressant dans ce championnat, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a que 12 équipes qui peuvent jouer une qualification en compétition continentale. On a le 12e qui descend directement et le 11e qui passe par un barrage contre le 2e de ce qu'on appelle la Copa Simón Bolívar, c'est-à-dire l'équivalent de la Ligue 2. Les dernières journées, surtout les dernières journées du mois de novembre et décembre, tout peut se jouer un petit peu pour les clubs. Ils peuvent à la fois être proches ou accrocher une coupe continentale, mais en même temps, il faut un petit peu regarder dans le rétroviseur parce que, voilà, peut-être qu'il manque un petit peu de points pour assurer son maintien en Liga, en première division bolivienne. Donc ensuite, on va parler un petit peu donc du championnat bolivien en soi, le championnat actuel et de son classement. Copa Libertadores a eu une incidence un petit peu sur le championnat bolivien, dans le sens où il y a eu une grosse différence entre les clubs qui étaient qualifiés en Libertadores, qui ont eu 6 matchs à jouer depuis le mois de février, et les clubs évidemment qui étaient Americana, qui ont joué un match aller en février et un match retour simplement fin mai début juin. Donc ce qui fait que en tête du classement actuel, donc là on est à 5 journées de la fin, les 2 premiers clubs sont des clubs qui étaient qualifiés en Copa Sudamericana, qui donc ont pu se concentrer exclusivement sur le championnat parce qu'elles ont joué le match aller en février et le match retour en fin mai, donc entre-temps pour se concentrer sur la compétition nationale. Donc la première équipe c'est Bolívar qui compte 37 points, mais tout de même 4 défaites en 17 matchs. Point derrière, donc là le championnat est presque joué. On a l'Oriente Petrolero. Donc les 2 équipes, Bolívar et Oriente Petrolero, se sont qualifiées pour le 2e tour de Copa Sudamericana. À la 3e place, on a The Strongest qui lui jouait... Légendaire équipe du non moins légendaire Chumacero. El Chuma, le cheval tiger bolivien. Exact, dont la destination reste encore inconnue puisque il est sur les tablettes de pas mal de clubs. On a parlé de la Juventus. Ah oui, j'y crois moyennement. Je sais pas, je l'adore. J'adore ce joueur vraiment, oui. Mais je sais pas s'il a le niveau pour la Juve quand même. Exactement, il est très courtisé. J'espère pour The Strongest qu'ils le garderont au moins jusqu'à l'issue des 8e de finale de Copa Libertadores. On va voir. Ce serait une sacrée perte, ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il va partir pour une somme dérisoire par rapport aux sommes qu'on entend aujourd'hui en Europe. Il partirait pour 4-5 millions d'euros maximum. Donc, pour un joueur il y a la Juventus qui est sur les rangs. Il a 25 ans, c'est ça? Il a 25 ans. Voilà, c'est ça. Et ça fait bien 6-7 ans qu'il joue au haut niveau et en équipe nationale. Il a commencé à 17-18 ans en équipe nationale. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit peu un profil à la Valbuena. Une petite pile qui court dans tous les sens avec une énergie et une motivation très importante. Et avec le visage donc de Schweinsteiger, d'où son surnom Schumeinsteiger. Voilà. C'est un blond, il est blond. Et les blonds en Bolivie, c'est rare. Exactement, c'est rare. C'est clair. Donc à la 3e position, on a The Strongest, est déjà largué et déjà 9 points derrière Bolívar avec un match de retard. Et The Strongest a joué à fond, on va dire, les matchs de Copa Libertadores, ce qui lui a valu de sortir de sa poule. Voilà ce que j'allais dire, ils n'ont rien à regretter parce que ils sont sortis de leur poule. Et pour un club bolivien, c'est toujours une très grosse étape de sortir de la poule. Voilà, c'est toujours quelque chose qui se savoure en Bolivie. Donc, pour vous citer un exemple, je suis allé voir le grand classico de Bolivie entre Bolívar et The Strongest. 3 jours plus tard, The Strongest affrontait Santos à domicile au stade Hernando Siles. Et bien, par exemple, ils n'ont même pas mis sur la feuille de match leur attaquant vedette Pablo Escobar, mais cette fois-ci c'était un autre. Sans jeu de mots, sans lien avec le voilà, sans lien, sans transition. Exactement.
Donc ils l'ont même pas mis sur la feuille de match. C'est pour vous dire à quel point la Copa Libertadores était bien sûr beaucoup plus importante que le championnat, puisque de toute façon, ils sont déjà qualifiés pour la Copa Libertadores 2018, car le championnat d'ouverture qui a eu lieu à la fin 2016 a été incorporé, comme je vous ai dit. Donc The Strongest, en tant que champion, est déjà qualifié pour la Copa Libertadores 2018. D'accord, ok. À côté de ça, donc Copa Libertadores, on a un autre club bolivien, Jorge Wilstermann de Cochabamba, qui lui s'est qualifié également en sortant deuxième de sa poule. Ils nous ont fait vraiment le parcours à la bolivienne. Et là, super grosse surprise, parce que autant The Strongest, c'est une des grosses équipes boliviennes, autant Jorge Wilstermann, ils étaient dans le groupe de Palmeiras, de Peñarol. Exact. Je n'attendais vraiment pas à celle-là. Exact. Et il y avait aussi l'Atlético Tucumán, qui n'était pas évidente à jouer à l'extérieur. Je ne les ai pas cités, mais oui, voilà, c'était l'autre larron, mais en effet, à la rigueur, Tucumán, on se doutait qu'ils allaient pas passer, mais voilà, c'est pas les deux caïds qui avaient en face. Enfin, bref. Donc, comme je disais, Jorge Wilstermann nous ont fait un petit parcours à la bolivienne, c'est-à-dire 3 victoires à domicile, intérieur. Donc, ils se sont qualifiés avec 9 points, ce qui suffit. Et là, pour moi, pour les 8e de finale de la Copa Libertadores, ça va être un petit peu le petit pousset. Je pense que pour les équipes du premier chapeau, ça va être l'équipe à tirer. Voilà. Même si Cochabamba se trouve à 2500 mètres d'altitude, quand même Jorge Wilstermann sortir une des équipes du premier chapeau. D'autant plus qu'en championnat, donc sur 12 équipes, avec 3 points d'avance sur le dernier, et ils ont fait un petit peu comme The Strongest en fait. Ils n'ont pas mis la même équipe en championnat et en Copa Libertadores. Donc je les avais vus jouer il y a 2 semaines de ça à Sucre, face à l'Universitario de Sucre, qui lui aussi est avant-dernier, pour un petit peu un choc des profondeurs. Et effectivement, lorsqu'ils font jouer leurs meilleurs joueurs, il n'y a pas photo. La télé en Copa Libertadores et les matchs de championnat, c'est vraiment 2 équipes différentes, 2 niveaux différents. Oui, je me souviens de les avoir vus du coup contre Palmeiras, puisque moi, le truc c'est plutôt le football brésilien, comme vous le savez. Et en effet, j'ai été assez surpris par cette équipe de Jorge Wilstermann que je n'attendais pas à ce niveau-là, qui avait été battue notamment à l'Allianz Park à São Paulo dans les dernières secondes. À la 96-97e minute. À la décharge du match, enfin plutôt du score. Palmeiras avait dominé tout le match. Exactement. C'était un attaque-défense tout le match. On croyait que Wilstermann allait ramener du Brésil 1 point, ce qui aussi est très rare pour les clubs boliviens, ramener 1 point du Brésil. Mais à la dernière seconde, ils ont pris un but cruel. Voilà. Mais au match retour, ils se sont vengés. Ils l'ont emporté 3-2 face à. Ils ont gagné 3-2. Allez. Et d'ailleurs, voilà, tu nous as parlé de Bolívar, The Strongest, Oriente Petrolero, Jorge Wilstermann. T'aurais pu citer Blooming aussi. Moi, c'est des noms que je connais, mais un peu via les Libertadores. Mais quels sont les grands clubs boliviens? Quels sont les grands rivaux, les grosses écuries? Alors, au niveau des grands clubs boliviens, c'est un petit peu ce qu'on rencontre en haut du classement, en fait. Donc, il y a les 2 clubs Paceño, les 2 clubs de La Paz, qui s'affrontent donc 4 fois par an. 2 fois pour le tournoi d'ouverture, 2 fois pour le tournoi de fermeture, et qui domine au niveau du palmarès. Donc le championnat est professionnel depuis 1977. Donc au niveau du palmarès, on a 20 victoires du Bolívar. Derrière, plus loin quand même, on a 12 victoires du Strongest. Et après, il faut descendre à Jorge Wilstermann, qui a par exemple gagné 6 championnats. Sans oublier l'Oriente Petrolero, qui est un club de Santa Cruz. Depuis 1977, a terminé 13 fois second. Donc ils ont une espèce de place de poulidor du football bolivien. Donc on l'oublie un petit peu en voyant le... Voilà. Même si Clermont est enfin un re-champion, mais voilà. La Juve, la Juve, qui a l'habitude de... La Juve, exact. Donc, au niveau du palmarès, quand on voit le palmarès, on voit Bolívar et The Strongest qui sont largement au-dessus, mais on oublie que l'Oriente Petrolero a terminé 13 fois deuxième, ce qui est énorme. Et là, d'ailleurs, il se dirige vers une 14e deuxième place. Bah oui, en effet, d'ailleurs, c'est vrai, d'ailleurs, ça. C'est dingue. Ouais. Donc, en Copa Sudamericana, justement, l'Oriente Petrolero a fait un petit peu honneur au club bolivien en allant chercher une qualification à l'extérieur, ce qui ne se fait pas tous les ans, puisqu'ils avaient affronté, ils avaient fait 1 partout au match aller, et à l'issue de la séance de penalty, puisqu'il n'y avait pas de prolongation en Copa Sudamericana, ils sont allés gagner une séance de tir au but 7-8, et c'était donc contre Cuenca exactement, donc c'était en Équateur. D'accord. Sinon, on a 2 autres clubs boliviens qui se sont qualifiés en Copa Sudamericana. On a Bolívar qui, après une défaite 2-1 à Tolima, en Colombie, a gagné le match sur un penalty de Juan Carlos Arce, ce qui fait qu'elle est qualifiée grâce au bénéfice du but à l'extérieur. Et depuis, d'ailleurs, l'entraîneur de Tolima s'est fait licencier
Mais pas forcément à cause de ce match. Il faut dire aussi que Tolima est un petit peu à la rue en championnat. Il se trouve dans les dernières places du championnat colombien. Dernière équipe, peut-être un petit peu moins attendue, qui s'est qualifiée en Copa Sudamericana, c'est le Nacional Potosí, qui lui a battu le club péruvien du Sport Huancayo après une victoire 3-1 à domicile. Ils ont été défaits 2-1 au retour, mais ça a suffi. Et donc il faut savoir que Potosí, c'est l'un des petits poussets de ce 16e de finale de Copa Sudamericana. Mais aller jouer chez eux, c'est assez difficile, car si Hernando Siles de La Paz est situé à 3600 mètres d'altitude, Potosí, la ville de Potosí, elle est située à 4000 mètres d'altitude. Ah la vache. Donc, pas évident, c'est l'un des stades les plus hauts homologués au niveau du CONMEBOL du continent pour jouer un match de compétition continentale, justement. Ah oui, là, c'est costaud. D'ailleurs, tu me parles de Potosí et il me semble bien qu'il y avait, mais je sais plus, c'est le Real Nacional qui avait fait un petit parcours justement de petits poussés en Copa Libertadores, non? Qui avait été présent il y a pas longtemps. Alors, pas ces dernières années. J'ai pas l'information. En tout cas, le dernier vrai parcours bolivien, on va dire, c'est Bolivar qui a atteint les demi-finales en 2014. Ouais, voilà, qui s'était fait sortir par San Lorenzo. J'étais convaincu de parler du Real ou du National Potosí pour un truc dans le genre. Je me trompe peut-être. Ou alors c'était pas avec eux qu'il y avait une histoire de racisme avec un club péruvien aussi? J'ai pas l'information, non. Alors je confonds tout. Et aussi, voilà, tu as parlé des gros clubs là, Potosí et tout machin. Et Blooming, Blooming, on les voit régulièrement en Coupe continentale aussi. Alors Blooming, c'est un club de milieu de tableau du championnat bolivien qui vient d'ailleurs de changer d'entraîneur. Il fait pas partie de ces gros clubs, mais on va dire, voilà, c'est un club qui va jamais jouer la relégation, qui va jamais jouer le maintien. Il peut toujours postuler à une 5e place sans jamais réellement jouer le titre. D'accord. C'est le Stade Rennais. Dans les coupes. Je l'avais sur le, je voulais pas le dire, mais c'est exactement ce à quoi je pensais. C'est un club qui peut avoir un petit peu d'ambition, mais il ne va jamais jouer le titre parce qu'il y a des équipes, on va dire, plus fortes. Voilà, c'est l'équivalent du Stade Rennais bolivien. C'est également un club situé dans la ville de Santa Cruz. D'accord. Donc le rival. Exact, il y a aussi Sport Boys qui est à côté. Ah oui, Sport Boys qui était en Libertadores aussi. Exact. Pierre-Marie, tu avais une question pour Thomas. Oui, effectivement. En fait, j'ai eu la chance avant d'aller en Afrique, j'avais découvert l'Amérique latine au préalable, et notamment la Bolivie où j'avais voyagé à La Paz. Et moi, j'avais une question par rapport à l'effet de l'altitude, en fait. Parce que c'est vrai qu'on le répète souvent quand il y a des sélections côté de La Paz, ou du coup, on sort souvent l'argument de l'altitude. Comment ça se passe quand on est à un niveau du championnat national où il y a des joueurs qui sont amenés de voyager de Santa Cruz à l'altiplano régulièrement? Et est-ce que tu penses que ça a une incidence justement pour que historiquement ce soit plutôt les équipes de l'altiplano, que ce soit Cochabamba ou peut-être Potosí ou comme ça, qui arrivent à faire plus de résultats que les équipes de Santa Cruz? Alors, c'est vrai qu'il y a l'altitude, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un effet de l'altitude qui, moi, à mon sens, est un petit peu exagéré. Donc on en parle énormément international pour la qualification à la Copa América, pour la qualification à la Coupe du Monde par exemple, qui viennent jouer à La Paz. Là, la presse vient se déplacer à La Paz, en parle énormément, comme on a vu avec l'Argentine. Mais géré parce que si par exemple la Bolivie gagnait chaque fois La Paz, elle serait tous les 4 ans en Coupe du Monde. C'est clair qu'il y a quand même un petit effet d'altitude qui montre que les équipes de La Paz ont un palmarès plus conséquent. Donc The Strongest Bolivar, effectivement. Après, donc on a les équipes de Santa Cruz qui, elles, sont en fait, qui, quelque part, ne bénéficient pas de cet avantage de l'altitude. Exactement. Et donc en championnat, il y a quand même moins de temps pour se préparer. Oui. Parce que j'imagine aussi, du souvenir que j'ai un petit peu, la région de Santa Cruz est la région économiquement la plus puissante de Bolivie, puisqu'il y a même des revendications d'indépendance et tout ça qui vous disaient qu'ils étaient capables de pouvoir se subvenir financièrement. Donc j'imagine qu'aussi au niveau du football, les équipes de Santa Cruz doivent avoir peut-être des moyens plus importants que les autres équipes, hormis les deux géants Bolivar ou The Strongest. Mais est-ce que tu penses peut-être que c'est ça qui est l'effet de l'altitude et que ça leur permet de lutter entre guillemets à armes égales, ou tu penses que la compétition est carrément plus difficile pour eux? La compétition est quand même plus difficile pour les clubs qui ne jouent pas en altitude. Parce que The Strongest et Bolivar, par exemple, savent y jouer de cet avantage. Lorsqu'ils ont un match à l'extérieur, ils vont pas forcément amener tous leurs meilleurs joueurs, parce que si on reste 4, 5, 6 jours, on peut perdre un petit peu ces effets de l'altitude. Donc
Il y a des joueurs, comme par exemple Pablo Escobar du Strongest, des déplacements, notamment parce qu'il a 37 ans, mais aussi pour garder un petit peu ses effets d'altitude et pour être, on va dire, pour ne pas perdre de force, être plus puissant et meilleur lorsqu'ils reçoivent des matchs justement à La Paz. En fait, il est difficile d'aller jouer à Potosí contre le Real Potosí, contre le National Potosí, qui joue à 4000 mètres d'altitude. Donc quand on habite à La Paz, j'imagine même pas, quoi. Voilà, quand on habite à La Paz à 3600 mètres d'altitude, aller jouer à 4000 mètres, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que pour les clubs de Santa Cruz, par exemple, même si au fur et à mesure, évidemment, ils savent comment ça se passe, ils s'y préparent en fonction, mais ça reste quand même un avantage pour les clubs de La Paz et de l'Altiplano. J'ai aussi une dernière question. Vas-y. Un peu technique entre guillemets. Comment ils se déplacent là-bas, les clubs ils se déplacent tous en avion ou il y en a qui font des trajets en bus? Comment ça se passe au niveau des équipes de première division? Ça dépend où est-ce que le match se joue, à combien de temps se joue le match. Parce qu'en Bolivie, il existe des connexions faciles entre les différentes villes, entre Cochabamba, Santa Cruz, petite ville de Petrolero, au sud du pays, à la frontière de l'Argentine, dispose d'un aéroport. Donc toutes les villes éloignées, évidemment, les trajets se font en avion. De La Paz, c'est le club de San José de Oruro. Et pour le match entre San José et le Bolivar, le club de San José est venu à La Paz en bus. Mais sinon, la majorité des transports se font en avion. D'accord. Bah, merci beaucoup Thomas pour cette introduction au football bolivien. Et ma foi, le championnat bolivien qu'on retrouvera régulièrement dans l'autre football et qu'on retrouve aussi sur Lucarne Opposée. Juste avant de se quitter, un petit mot sur la sélection. Thomas, ils sont pas très très bien, je crois. Non, exactement, ils sont un petit peu dans une phase de reconstruction. Donc là, ils ont gagné vendredi dernier un match sur synthétique 1-0 au Nicaragua. Ils n'avaient pas gagné depuis 9 ans un match à l'extérieur, amical ou officiel. Donc c'est un petit peu pour vous dire l'état de la sélection. Ils ont changé 3 fois de sélectionneur en un an, 3 fois au cours des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc là, l'objectif de Soria, le nouveau sélectionneur, c'est vraiment de prendre un groupe très jeune pour viser une préparation à la Copa América, voire même une préparation à la Coupe du Monde 2022. Mais on n'en est pas encore là parce que c'est vrai qu'il y a du travail. Et Pablo Escobar, qui va sur ses 37 ans, il est accompagné de Marcelo Martins, qui joue en D2 chinoise. Et de l'autre côté, c'est Alejandro Chumachero, dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, il y a quand même du travail au sein de la sélection. D'accord, merci beaucoup Thomas. Et merci Pierre-Marie et merci donc à Anthony. Merci à vous. Et Pierre Cherkou pour cette nouvelle émission, cet épisode 6. Et ma foi, comme on a parlé, on a ouvert cette émission sur le continent africain. On terminera celle-là en disant un petit mot de soutien à la famille de Cheick Tioté, l'ancien joueur de Newcastle en Angleterre, qui est décédé sur le terrain cette semaine, il y a quelques jours. Voilà, c'était le petit mot plus officiel. Et pour terminer sur un mot plus joyeux, nous on était encore contents de faire cette émission. J'en suis moi-même toujours très ravi. Et voilà, comme je vous l'ai dit en début d'émission, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Et on se retrouvera pour le 7e épisode dans quelques temps. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.